En parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de la fréquence municipale Radio Cotonou, nous émettons sur la 94.3. Le torchon brûle entre les usagers de la route et les éléments de la police républicaine et pour cause, les nouvelles mesures de répression des infractions liées au code de la route ne sont pas du goût véritablement des citoyens. Par port obligatoire de casque à moto, obligation d'avoir les deux rétroviseurs en état, respect des couloirs de circulation, bientôt le port obligatoire de ceinture de sécurité à bord des véhicules, la détention à tout moment des pièces à jour et autres points des mécontents sur les axes routiers. Il est aussi déploré le zèle amer de certains hommes en uniforme qui s'adonnent aux bavures. On dénombre de pertes en vies humaines qui révoltent toute la communauté. Pour analyser cette actualité, nous recevons M. Casimir Migan. Bonjour à vous, M. Migan. Bonjour, M. Naoum. Alors, vous êtes le coordonnateur de l'ONG Alinagnon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 41 17 18 ou le 50 52 52 73. Nous acceptons aussi vos questions, je précise bien des questions courtes, via WhatsApp au numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, M. Casimir Migan. Bonjour, M. Naoum. Voilà, je le disais tantôt, vous êtes le coordonnateur de l'ONG Alinagnon. Alinagnon, ça fait combien d'années déjà? Alinagnon, rapprochez-vous un peu du micro. Alinagnon, ça fait 15 ans. Et déjà d'activité. Le 5 avril passé, nous avons fêté les 15 ans d'activité d'Alinagnon. D'accord. Et vous êtes focalisé donc sur la sécurité routière? Nous sommes focalisés sur la sécurité routière et pour des routes sûres et sécurisées pour les usagers de la route. Alors, d'où est venue cette idée de vous investir véritablement dans cette organisation de la société civile? Oui, l'histoire elle est un peu longue, mais je vais essayer de résumer très rapidement. Dites-nous l'essentiel. C'était dans l'exercice beaucoup plus de ma fonction quand j'étais encore chef d'agence et j'avais en charge deux agences, l'agence de l'université d'Abomey-Calavi et l'agence de Godomé. C'était en ce moment que j'ai constaté que ces amis étudiants qui venaient... Agence de quoi? Agence de la banque Ecobank. D'accord. Ecobank, voilà. Je dirigeais l'agence Ecobank. Vous êtes financier? Je suis un administrateur des banques. D'accord. Et donc, c'est en ce moment que j'ai constaté que ces amis qui sont mes clients, qui venaient, et étant jeune avec les étudiants, c'est vraiment la complicité et autres. Et je pourrais constater des temps après que tel ami ne vit plus, tel ami il est décédé par accident de circulation ou peut-être il a fait des accidents qui ne lui permettent plus de pouvoir continuer. Ça a commencé par devenir un choc pour moi. Et après j'ai eu aussi mes collègues de la banque. Un collègue qui était même était dans mon agence et puis était en congé et puis il a fait un accident, il est entré, il est parti. Et ça me traumatisait. J'ai démarré tout au moins avec la banque, étant également le secrétaire général du syndicat de Ecobank en ce moment. Donc j'ai démarré avec le médecin de travail, les sensibilisations, tout. Mais le choc a été l'une des étudiantes qui était venue faire une assurance chez moi et quelques mois après, elle était partie à l'extérieur étudier, revenue pendant les congés, elle a été fauchée et ça a été un scandale, ça a été le déclic. Et on a décidé alors de réunir les étudiants, réunir les gens pour démarrer, pour créer et dire il faut que ça cesse parce que j'ai observé, j'ai vu que c'est vrai, les autorités essaient de faire quelque chose et au niveau de la société civile, c'est comme s'il y a un vide. Et je dis, il faut que quelqu'un accepte de se sacrifier. Voilà. Et c'est ainsi qu'avec les étudiants, nous avons créé l'ONG le 5 avril 2009.
Et 2 mois après, j'ai décidé d'abandonner mon poste, de démissionner. Oui. Et puis de me sacrifier résolument pour la cause des usagers de la route. Et je pense que les débuts ont été vraiment difficiles parce que jusqu'à présent, il n'y a pas le financement dans la sécurité routière. Il faut sacrifier tous ces biens. Il faut aller au-delà. Il faut même faire le don de soi, le don de sa famille. C'était pas compris. Même mes collègues de la banque disent que j'avais des problèmes psychologiques, que je suis plus normal parce qu'un administrateur de banque ou la banque... Normal, vous avez été traumatisé par des cas d'accident. C'est pour ça que vous réagissez de la sorte. Et que surtout que la banque a investi des millions sur moi pour que je puisse faire le diplôme. Et c'est la banque qui a payé tout. Et 2 ans après, je dis à la banque que non, je change de cap et que je dois aller sauver. Dans un milieu où je n'attends pas un salaire, je n'attends rien. Au contraire, il faut sacrifier tout. Mais ça paie parce que c'est quoi? Et les actions que nous menions, chaque fois qu'un usager peut venir vers nous dire, grâce à vos actions, et nous avons porté le casque, et puis voilà, il y a eu accident, et j'ai eu la vie sauve, et je me retrouve très satisfait, et c'est ça qui me permet de continuer la lutte jusqu'aujourd'hui, parce que c'est une satisfaction morale, et après tout, et puis je me donne, et toutes les fois qu'il le faut, je me donne non seulement au Bénin, mais dans la sous-région et à l'international. Qu'est-ce qu'on peut véritablement mettre à l'actif de l'ONG Alinagnon aujourd'hui? À l'actif de l'ONG Alinagnon, et premièrement, le port de casque. Ça a été une lutte où, dès le départ, on a distribué beaucoup de casques, non seulement les sensibilisations, partout, même dans les ministères, partout, et sur les voies avec l'éducation à la sécurité routière. Et réellement, ça a été une réalité. Et contre toute attente, en 2013, tout au moins pour les conducteurs. Et 11 ans après, nous parlons avec tout le monde. Mais l'autre chose aussi, c'est les couloirs de circulation. Et ça, c'est le moment de faire un clin d'œil vraiment à ce brave homme et le commandant Dean. En son temps, qui nous soutenait. Un homme vraiment dévoué. Il nous soutenait et on sortait et pratiquement... Malgré ces années d'expérience, il ne se gêne pas du tout à se mettre au beau milieu de la route pour pouvoir faciliter le trafic. Les lundis, on pourrait être là avant que les gens ne sortent pour dire vraiment respecter les couloirs de circulation et autres. Et c'est vrai, nous avons aussi l'appui du CNSA qui dit allez-y et autres. Et il faut reconnaître que l'élément, le déclic par rapport à ça, c'est en 2016, évidemment, avec l'arrivée du gouvernement du président Talon, où les rapports ont été, et puis ils ont pris cette décision qui a été, dès le départ, ça a fâché. Mais aujourd'hui, nous avons vu comment l'effet que ça a produit pour que les gens puissent respecter. Sinon, les cas de décès que nous avons aujourd'hui, on devrait les multiplier par 2. C'est ça. Parce que c'est au moins les couloirs de circulation, et ça permettait de réduire la vitesse, de réduire un certain nombre de choses et permettre aux usagers, parce que parfois les usagers, surtout les conducteurs à 2 roues, sont accrochés par les gros porteurs, ou même ceux qui sont à 4 roues, il ne faut pas attention. Et on a beaucoup. Et l'autre aussi, c'est qu'ils ne connaissent pas le code. Les 2 roues, ils ne connaissent pas le code. Donc, ils peuvent se faufiler et se retrouver devant les véhicules. Mais dans leur couloir, même s'il y a choc, et ça s'amoindrit. Voilà. Les dégâts sont moindres. Et l'éducation à la sécurité routière dans les écoles. On a plein de jeunes aujourd'hui et qui ont au moins entendu parler de qu'est-ce qu'il faut faire, les premières règles qu'il faut adopter et lorsqu'on est en circulation. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment encourager et apprécier dans ce que nous avons fait. Dans votre activité, ou je dirais dans les actions que vous menez, vous avez eu l'opportunité de passer du temps avec des experts dans le domaine. Vous avez donc suivi beaucoup de séminaires de formation dans le domaine de la sécurité routière. Est-ce que vous détenez des statistiques, par exemple, qui pourraient permettre aux usagers de comprendre la pertinence de la chose? Parce qu'on a l'impression que certains ne voient véritablement pas le phénomène dont on parle. Vous savez,
c'est une situation un peu délicate parce que celui qui est en difficulté, parfois, il ne sait pas qu'il est en difficulté. D'accord. C'est pour cela qu'il est très clair que quand nous ne faisons rien, c'est non-assistante en personne en danger. Vous imaginez que en 2023, on a eu au Bénin, ici, 1410 décès dus aux accidents de circulation. 1410. 1410. Et ça, c'est ce qu'on a pu... Ce qu'on a pu dénombrer. On a pu dénombrer et autres. Mais des gens qui ont fait ces accidents et que peut-être c'est 1 mois après, ils sont partis, 2 mois après parce qu'ils sont restés dans le coma, 3 mois après, ou des gens dont il n'y a même pas de traces et autres, ou peut-être c'est d'autres éléments, d'autres statistiques qui ont pu permettre d'identifier que la cause n'est pas la cause finale, mais c'était dû aux accidents de circulation. Le système des Nations Unies, lorsque l'envoyé spécial était arrivé, il nous a démontré que c'est plus de 3000 décès au Bénin. Ça fait pratiquement 3 fois ce que nous devons. Et quand je prends 1410, ce qui veut dire que chaque jour que Dieu fait, où mon frère, ou ma soeur, ou mon jeune frère, ou nos enfants sortent de la maison pour dire Naïbo Lekoa. Et ils peuvent sortir, on va dire bye bye papa. 4 personnes ne reviennent plus à la maison. Et ils plongent toutes ces familles dans du deuil et dans la pauvreté totale. Surtout si c'est lui qui est... Si c'est lui qui est le pilier. Le pilier de la famille. Et donc 4 personnes jeunes. Vous imaginez ce cas triste que nous avons eu. Cette dame qui n'avait qu'un seul enfant. Le mari l'a abandonné. Et elle, l'enfant très brillant, tout son espoir était sur cet enfant. Et l'enfant pourrait lui dire, maman, je m'en vais à l'école. Quand je vais sortir, je resterai à côté du portail. Vous viendrez me chercher. N'oubliez pas mon pullover. Et cette maman ne verrait plus jamais cet enfant en phase de ménopause. Ne pourrait plus faire un autre enfant qui pourrait remplacer cet enfant. Et vous direz quoi? Et on peut dire quoi? Lorsqu'on peut voir des vies innocentes qui sont écrasées, les enfants de 6 à 8 ans, 10 ans, sortis de l'école, écrasés, 12 ans, écrasés, et on ne prendrait pas conscience, et on ne ferait pas quelque chose pour que ça change, c'est une cause commune. Si ça ne te concerne pas aujourd'hui, mes chers auditeurs, tu as un parent dedans, tu as un frère dedans, tu as une soeur dedans. Si tu fouilles, et ça n'arrive pas seulement qu'aux autres, nous devons prendre tout de suite conscience. Et nous devons faire tout ce qu'il faut pour que ça change dans notre pays, à l'instar d'autres pays développés qui ont pris des résolutions fermes, accompagnées par le gouvernement. D'accord. Je vous remercie. Alors, merci pour cette précision-là. C'est quand même étonnant, il faut le dire. Vous avez parlé de 1000 et quelques donc, de citoyens pour le décès seulement que vous avez pu dénombrer en 2023. Sans les blessures. Sans les blessures. Ça, c'est les décès, ça. Les décès. Oui, parce qu'il y a des cas d'infirmité, il y a des défigurations totales. Il y a des gens qui sont méconnaissables après un accident grave. Mais s'ils survivent, oui. La moyenne, les statistiques, pour que cette personne qui survit, c'est pas moins de 10 millions comme défense. Ça plonge. Une personne qui entre, qui fait un choc, il entre totalement dans la pauvreté. Sauf vraiment, ses parents ont véritablement de moyens. Nous avons eu quelqu'un à qui on a offert de casque. Quand il a fait le premier accident, heureusement le casque l'a sauvé parce que c'est des casques de qualité. Et ce casque, nous l'avons utilisé dans la ville de Cotonou jusqu'au nord pour faire des présentations et montrer ce que le casque était devenu. Mais celui-là, il a eu la vie sauve. Mais malheureusement, il a fait un second accident. Et cette fois-ci, on lui avait offert un autre casque de qualité. Le casque a fait des bonds sur, vous voyez, les bétons qui restent, qui séparent les pistes cyclables et autres, tout et tout, sur la voie de Port-Nouveau. Ça a fait des plots. Les plots. Voilà, ça,
sa tête a fait des bonds sur les plots. Sur les plots. Ouais. La tête, heureusement, arrivée à un moment donné, l'œil a pris un coup. Mais il a eu la vie sauve. Il a fait des blessures, des cassures, partout, ainsi de suite. Mais je peux vous dire... Mais il vit. Il vit. Mais c'est des dépenses énormes. Énorme. Énorme. C'est un électricien. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça. Vous imaginez, c'est ça ce qui se passe. D'accord. Alors, parlons un peu des infractions routières. Qu'est-ce qu'on doit retenir quand on parle d'infractions routières? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Infractions routières, oui. Prenons simplement des comportements ou des actions oui. qui sont contre, qui ne vont pas dans le même sens et qui ne respectent pas le code de la route. Tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Et qui ne respecte pas le code de la route. Mais est-ce que le code même, avant de poursuivre, est-ce que le code même là est connu des usagers de la route? Mais voilà ce à quoi nous devons arriver. Oui. Et c'est ça la bataille aujourd'hui de Ali Nagnon. Le code n'est pas connu. Quand nous parlons des infractions, tout ce que nous citons, les gens n'y connaissent pas. Mais, vous voyez, nous parlons, il y a quelque chose, on appelle erreur et on appelle faute. D'accord. Ce que la personne connaît oui. et n'applique pas, c'est une faute. C'est une faute. Aujourd'hui, nous devons à tout prix aller vers les permis. Les gens doivent connaître le code. C'est dans le code qu'on leur dit, on ne fait pas ceci, 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 on ne fait pas ceci. Oui. Si vous faites telle chose, c'est frappé par la loi. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Celui-là qui connaît, il fait. C'est une faute. Et on le sanctionne. Et on sanctionne. Mais quand il ne connaît pas, c'est quand on l'arrête, qu'on lui dit que ce que tu as fait, que c'est une faute et qu'on veut te punir. Il ne connaît pas. Il se révolte. Il se révolte. Mais s'il connaît, vous voyez, les décisions sont vraiment courageuses. Mais ça nécessite qu'on accompagne cela par des basiques. Vous prenez ceux qui sont les conducteurs à 4 roues. Oui. Vous constaterez qu'ils se plaignent moins que les 2 roues. Oui. Parce qu'ils vont à l'auto-école. Ils ont un permis. Ils ont au moins un minimum. De connaissances. De code de la route. Et quand on les arrête, oui. ils ont peur de perdre leur permis. Qu'on saisisse leur permis. Ils reconnaissent les infractions. Mais les autres, ils ne reconnaissent pas parce qu'ils ne savent même pas qu'on appelle ça infraction. Prenons le cas de l'un des usagers. Je vous arrache pas la parole. Comme un auditeur qui est venu à l'antenne pour dire qu'il y a des policiers qui, dans les rues, donc même à l'intérieur du pays, les arrêtent parce que les pneus sont lisses. Parce que lui ne sait pas. Pour lui, les pneus sont lisses. Il ne sait pas que c'est une faute. C'est ça. Alors qu'effectivement, quand tu utilises la pneumatique pour un temps donné, tu dois changer. Oui, parce que c'est quoi? Oui. Ce que les décisions, c'est pas forcément pour chercher de l'argent. C'est pour sauver la vie de l'usager. C'est le rôle des gouvernants. Mais certains ne voient pas ça. Hein. C'est comme si le pouvoir est en train de faire des chiffres, a mis donc les policiers en circulation pour faire des chiffres pour les caisses de l'État. C'est vrai que ça induit des paiements d'amende. Oui. Mais le motif réel, est-ce que 6 000 francs peut payer la vie de quelqu'un? Vous voyez, un élève qui sort de l'école, voulant traverser la voie, il le ramasse. Si l'élève a la chance, l'élève ne mourra pas. Mais sortira avec des séquelles à vie. Effectivement. Est-ce que c'est 6 000 qui peut régler ça? 6 000 ne réglera pas ça. Alors qu'il faut juste, comment dirais-je, réduire la vitesse. Réduire la vitesse. Mais réduire la vitesse, il va savoir ça comment s'il n'est pas allé à l'auto-école. Vous voyez, ce qui se passe, je vous ai dit tout à l'heure que nous travaillons au Bénin,
et dans la sous-région. Il est arrivé à un moment donné, nous avons fait un projet de l'UEMOA et qui concerne les transporteurs, les bus et autres et tout. On a compris que les bus ne sont pas seulement des bus du Bénin. Ça vient d'un peu partout, et autres, de l'Interland et autres. On a décidé de faire un projet. Et cette fois-ci, on a formé des gens au Bénin, au Niger, au Burkina, au Mali, au Sénégal. On a fait tout par voie terrestre. Les enseignants, les autorités, on a fait tout ça là. Sur le corridor. Pour permettre à tout le monde d'avoir. Au Togo, on a fait plusieurs fois. Les organisations de la société civile du Togo, c'est Alinagno qui allait les booster. Parfois mener des activités même au niveau des deux frontières pour que les gens y puissent. Mais on a démarré le port de Casse ici avant eux. Ils ont démarré et aujourd'hui, ils sont sur les passagers depuis avant nous. C'est ça. Ça, c'est simple. Mais le permis, ils ont démarré des actions à intensité progressive et à des grandeurs nature à Lomé. Et ça, c'est toujours avec mes collègues, ceux que nous avons mis sur le terrain, nous avons formés et autres. Pour que les deux roues, ils aient le minimum. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils savent. Ils conduisent. Quand ils arrivent à avoir la moto, ils se débrouillent et puis ils arrivent à se tenir sur la moto. Ça peut ne pas être la meilleure conduite, mais ils se débrouillent sur la moto. Ce n'est pas le cas pour des gens qui ont des véhicules. Pour que les gens apprennent à conduire, ils vont à l'auto-école, ils prennent des cours et après, on les apprend à conduire la voiture, on ne fait pas ceci. Mais les motocyclistes, c'est facile pour eux de se tenir. Si des gens arrivent déjà à se tenir sur la moto, c'est plus facile de faire les autres formalités pour eux. Voilà. De les amener à apprendre le code. Et leur dire maintenant sur la même moto. C'est que je sais conduire. Voilà. D'accord. Mais maintenant là, quelles sont les règles sur la route qu'il faut respecter? Vous imaginez, il y a quelque chose qui a circulé sur les toiles. J'ai vu, le monsieur dit, mais vous m'arrêtez. Vous me dites que sans giratoire. Mais est-ce que je connais sens giratoire? Je ne connais pas. Vous prenez ma moto. Mais je ne connais pas. Mais faites-moi le papier, j'irai payer au trésor. Oui. Et il disait ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Apprenez-moi. Oui. Aidez-moi. C'est ça. Aidez-moi à savoir. Donnez-moi l'enseignement. Donnez-moi l'enseignement. Ce qui veut dire que déjà avec ce qui s'est passé, le besoin se fait ressentir et la population veut le besoin. Mais le réel problème, c'est comme aussi les casques, quand on leur demande d'acheter des casques, ils trouvent que c'est cher et autres. Aujourd'hui, faire le permis, si ils trouvent que c'est cher, il nous faut trouver un mécanisme comme les gens du Togo l'ont fait. Et l'État s'implique, on subventionne pour permettre aux gens réduire. Quand nous parlons de subvention, ce n'est pas forcément... Parce que c'est une cause commune. Oui, ce n'est pas que l'État va mettre forcément de l'argent et autres et que ça peut susciter encore d'autres détournements. C'est-à-dire il y a des frais sur lesquels l'État dit, si c'est tel montant, nous donnons à nos structures compétentes de ne pas prendre tel montant. C'est ça. De prendre un truc forfaitaire. Ceux qui doivent pouvoir faire les formations aussi, vous n'avez que des montants forfaitaires à prendre. Voilà. L'État parce que c'est une cause commune. C'est une cause commune. Oui. Et ça amène et élargit l'assiette de ceux qui forment. D'accord. Et c'est tout. Et on verra que les gens, ils seront conscients. Les gens, quand on les prend au niveau des infractions, ils savent que oui. Parce que tu ne peux pas dire j'ai de permis de conduire et puis tu ne connais pas ces genres de choses. Et ça, et au jour le jour, on se recycle et autres. Donc, c'est le réel, ce problème est crucial. Sinon, nous allons parler des infractions. Aujourd'hui, on va sortir d'autres infractions. Oui. Ils vont dire, oui, pourquoi et autres, tout et tout. Alors que tout ça, c'est pour le bien. Tout ça, c'est pour le bien. L'État qui a pris cette disposition. Et autres. Mais ce n'est pas facile. C'est courageux. Regardez depuis combien de temps. Difficilement, on a dit seulement pour ceux de... Le conducteur. Les conducteurs. Et ça, c'était beaucoup de pression qu'on avait mis en place. Les conducteurs, 11 ans. Ça fait 11 ans. Ceux qu'on enseignait déjà au collège, ils ont fini déjà et ils travaillent déjà, ils sont dans la vie active. 11 ans. Les écoliers, ils sont déjà à l'université dépassés. Ça fait 11 ans. Et pour ça encore, c'est le préfet
littoral qui a essayé, parce qu'on a travaillé ensemble quand il était à Bomé-Calavi. C'est lui qui a dit je démarre. Les autres ont démarré timidement, et finalement ça a pris l'étendue du territoire. Si l'État, dans des périodes comme celle-ci, sensibles, prend ces décisions, on doit comprendre que si ça doit être politique, l'État ne prendra pas. C'est pas le moment de prendre. D'accord. Mais ça doit être, on doit voir ça autrement. Voir ça pour notre propre bien. Si ça arrive à quelqu'un dans sa famille et la personne voit un chauffard indélicat qui a créé de tort, ou qui a fauché la vie à l'un de ses membres, s'il voit cette décision, il devait applaudir. Voilà. C'est lorsque ça ne nous arrive pas qu'on trouve ça. Si quelqu'un a subi de pareilles choses, ou son enfant, qui est un espoir pour lui, il voit l'enfant partir par un zémidian qui a surgi de nulle part et a tué l'enfant, il va faire quoi? C'est pour ça que les gens, ils appellent les accidents de circulation dans des pays, certains pays n'appellent plus ça de trucs là. Ils appellent ça des collisions. Et ils pensent que les gens qui le font, ils sont coupables et il faut les punir. Voilà. D'accord. Il faut les punir. Parce que c'est quoi? Les gens sont déjà fait les formations nécessaires. Donc ils supposent qu'ils savent. Ils ont la connaissance. Ils ont la connaissance. Mais chez ils nous, décident de ne pas respecter les règles. Oui. Voilà. Alors, je voudrais maintenant que vous puissiez nous dire avec franchise, ça, je m'adresse au coordonnateur de l'ONG Alinayon, parce que vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas étudié et analysé la situation qui se déroule aujourd'hui dans notre pays, le Bénin. Je voudrais savoir ce que vous pensez réellement des nouvelles mesures de répression. Les nouvelles mesures de Soyez sincère. Oui, de façon sincère. Oui. Je pense que j'ai parlé suffisamment tout à l'heure des mesures, mais la mise en œuvre, ça c'est autre chose. Je veux parler de la mesure. Oui. Vous parlez de la mesure et vous parlez de la mise en œuvre aussi. Parce que je me dis que c'est la mise en œuvre que vous voudrez dire. Non, moi je veux les deux. Je vais vous parler de la mesure et de la mise en œuvre. La mesure, cette mesure est une mesure à applaudir. À applaudir. Ça de façon Donc quand vous avez entendu ça au niveau de l'ONG Alinayon, vous avez dit, bon, voilà, nos efforts ont payé, c'est ça? Payé. Voilà. Ont payé. Parce que je vous ai donné l'histoire. Combien de personnes à cette position décident de se sacrifier? Et ils voient la cause, ça lambine, parfois les décideurs... Un pas en avant, deux pas en arrière. C'était une fête pour nous. Et je me suis dit, enfin, mon pays. J'avais pris trop de pays. Quand je vais en Rwanda, je prenais des passagers derrière et autres. Ça m'a réjoui. Je vous dis sincèrement, ça m'a réjoui. D'accord. Maintenant, la mise en œuvre. Quand je viens au niveau de la mise en œuvre, je trouve qu'il y a un travail de fond qui n'est pas fait. D'accord. Le travail de fond, c'est à deux niveaux. Ça concerne les usagers et ça concerne également les forces de l'ordre. D'accord. Et quand je prends les forces de l'ordre, vous savez, j'ai donné des exemples ici pour dire que les forces de l'ordre nous ont soutenus. Donné le cas du commandant Dine et autres. Même les DG, les directeurs généraux de la police républicaine, plusieurs sont venus faire des activités avec l'ONG Alinayon, sont allés même dans les écoles avec nous ensemble travailler et autres. Et ils disent, nous sommes avec vous, nous vous soutenons, nous voulons que ça évolue et autres. Et ils ont fait leur partition. Il y a eu des directeurs centraux partout et autres. Le maire de la ville de Cotonou, Lucas Tropo, on en a fait plusieurs. Même tout récemment, encore une semaine, on est allé mener des activités ensemble. C'est-à-dire, des gens, ils ont la volonté et autres. Mais vous savez ce qui se passe. Lorsque on met en place un dispositif, ceux qui doivent pouvoir le mettre en œuvre, il y en a parfois d'autres qui sont zélés. Et d'autres qui... Le zèle amer. Le zèle amer. Et d'autres qui sont imbus de leur position. Vous savez, ça se passe dans toutes les associations, ça se passe dans toutes les
les communautés, les corporations et nos entreprises également. Vous mettez quelqu'un à un niveau donné, il pense qu'après le Dieu, c'est lui. Oui. Il a un petit planton, mais il est Dieu. Il est Dieu. Et il en abuse. Oui. Il va au-delà de ce qu'on lui a demandé. Et parfois, il met en difficulté même ses chefs qui l'ont envoyé sur le terrain. Le chef lui-même ne lui a pas donné. Vous le voyez, quand il est devant le chef comme ça, il est le plus docile, le plus sérieux. Il quitte devant le chef, c'est lui qui va commettre tout ce qu'il faut. Et il vient devant le chef, il pleurniche. Nous avons de ces gens-là que nous rencontrons. Moi-même, dans la circulation, je rencontre des gens qui, parfois, tu te poses la question, est-ce ce que leurs chefs leur ont demandé, c'est ça qu'ils font? Parce que les usagers de la route, c'est une nouvelle mesure que nous avions mise en place. Cette mesure, il doit y avoir des phases où il faut accompagner les gens. Il faut leur expliquer. Quand vous arrêtez quelqu'un, vous lui expliquez pourquoi vous l'avez arrêté. Ça devait être également des moments de sensibilisation. Quand vous sensibilisez l'usager de la route, vous l'arrêtez, vous dites voilà, ceci, il se retrouve en faute. La seule chose, il va commencer par présenter ses excuses. Mais si vous devez aller au-delà, c'est que vous le verbalisez, mais il reconnaît qu'il a fait. Il peut dire, mais on aurait pu quand même nous laisser encore de temps pour... Mais les déviances que nous avons eues, ça c'est lié vraiment aux ailes de certains agents de sécurité et qui sont des choses que je pense qu'il doit y avoir encore davantage de sensibilisation. C'est vrai que d'autres sont ont subi des punitions qu'il le faut, mais il doit y avoir beaucoup de sensibilisation. Il faut que les unités ils travaillent avec leurs équipes et autres et leur demandent ce que nous voudrons faire. C'est non seulement la répression, mais aussi en même temps la sensibilisation. Celui que vous verbalisez, il paie. Et il comprend pourquoi. Il ne le fera plus jamais. Il ne le fera plus jamais. Mais s'il ne comprend pas, il le fera encore. Il fera encore. Donc, ça, c'est ce travail qui doit être fait. Et nous devons aussi dire au nôtre que quand une nouvelle mesure sort comme ça, il y a des gens qui sont réticents. Il y a des gens qui trouvent que c'est... Des rebelles. Des rebelles. Nous devons nous devons être patients. Parce que nous avons un objectif à atteindre. Si l'objectif c'est de gagner, c'est de ramasser de l'argent, ce qui veut dire que ça c'est autre chose. Mais si c'est l'objectif, c'est réduire les décès dus aux accidents de circulation, le comportement doit être autre chose. Nous devons les accompagner, nous devons les sensibiliser, nous devons les conscientiser. Et même si nous allons les frapper, c'est comme ce que nous faisons à nos enfants à la maison. Avant de le frapper, tu lui expliques pourquoi tu veux le frapper. Tu veux le punir. Et l'enfant comprend. Tu le punis, il sait qu'il ne le fera plus. Et après la punition, tu le sensibilises encore. C'est-à-dire avant et après. Ça, c'est un travail. Mais l'autre chose aussi, pour mes amis, les usagers, vous savez, il y a des gens, ils affrontent aussi les forces de l'ordre. C'est que la nervosité accumulée ailleurs, on vient déverser ça sur la voie publique en face des forces de sécurité publique. Parce qu'il y a des gens, ils ont déjà ce que nous appelons les home trouble. Voilà. Les problèmes de maison, les problèmes de qu'est-ce qu'il doit manger, comment il doit régler tes choses. Problème de cœur. Des enfants qui sont malades, des tas de choses. Et il est en circulation, il est en difficulté. Il n'avait pas madame. Il n'a pas pu régler le problème à la maison. Il veut régler ça avec on l'a déjà énervé, il sort, il est là, nerveux. Il voit le policier qui dit, regarde c'est ça. Et face à des situations pareilles, qu'est-ce qu'on constate? Quand les policiers... Ça, c'est des choses que j'observe souvent. Quand le policier n'est pas en tenue comme ça, tu le vois, il est doux. Quand il est en tenue comme ça, il se pose la question, comment lui, il peut lui tenir la tête? Parce qu'il n'aime pas qu'on lui tienne la tête face à ces situations. On ne respecte pas sa tenue. On ne respecte pas sa tenue. Ce qui était très simple, si tu es dans tes droits, laisse-le. Il prend. Et vous allez vous expliquer. Ou il a des chefs parce que parfois il déborde.
Les agents débordent. Et le chef, vous voyez le chef dit, bon, il écoute, dit, il faut remettre et autres. Parfois, il y a des agents... Moi, j'ai vécu ça dans la ville de Cotonou, où l'agent, il était de façade. Mais je voudrais, on m'appelle, je voudrais décrocher. Je trouve que je ne peux pas rester en circulation. Je vais garer. Et je prenais l'appel. Il est venu. Il dit, que vous ne devez pas garer à ce niveau. Je n'ai pas voulu du tout décliner mon identité. J'ai dit oui. Est-ce qu'il y a un panneau de signalisation ici? Il dit non, vous ne devez pas. Il dit, d'accord, peut-être il y a un défaut, donc je vous comprends. Mais au fait, il y a une urgence où je dois décrocher et j'étais obligé de rabattre au lieu d'être en train de circuler et de prendre l'appel. Et de prendre l'appel et dire non, bon, remettez-moi les permis et tout. Je remets les permis tranquillement. Je l'ai suivi et on est allé dire non, le chef vous attend là-bas. On vient là-bas, je vois le chef. Et on commence par parler, on causait. J'ai commencé par taquiner un peu le chef parce que j'ai compris que le chef, il sait qu'il n'y a pas quelque chose à me faire tout et tout. Et je le taquinais. Il revient là, et je parlais avec son chef et il commençait par faire du zèle. Il dit non, oui, ceci. Et j'ai dit au chef, mais attends, parmi vous deux, qui est le chef alors? Je ne comprends pas. Il n'a pas compris, il n'a pas capté la familiarité entre vous et le chef. Oui, je dis, mais qui est le chef? Tout et tout. Oui. Et il dit non. Bon, finalement, j'ai levé un peu le ton pour dire ça ne se passe pas comme ça. Au moins, le minimum aussi de respect pour les usagers de la route, que ce n'est pas une bonne chose. Et le chef m'a dit qu'il est en train de parler avec moi. Et bon, finalement, on a fini de parler et puis on s'est embrassé également et puis chacun a pris son chemin et tout et tout. Mais il a fallu que, parce que cet agent, peut-être lui aussi a ses problèmes, mais la manière dont il m'a abordé, si je ne suis pas quelqu'un qui s'y connaît, et j'allais l'affronter, dire non, on va commencer par tirer. Je lui ai remis tranquillement et autres. Mais finalement, c'est ça qui manque parce que parfois tout le monde n'a pas ce même tempérament. Et tout le monde n'arrive pas à dire, bon, si je vais là-bas, le chef, je lui explique les choses, on peut se comprendre et autres. Il se dit, s'ils prennent, c'est fini. C'est le paiement. C'est le paiement et autres. Et donc, je ne vais pas laisser. L'autre dit, je donne des ordres, tu dois obtempérer et autres. Donc, ça fait que ça crée tout un désordre et autres. Donc, et en tant qu'usager de la route également, c'est vrai que quand on se sent blessé ou on pense qu'on est en train on se fait brimer, on n'accepte pas. C'est dit, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Je pense que nous devons apprendre à des moments donnés, parce que c'est une force de l'ordre, et de prendre notre calme et puis lui expliquer. S'il ne comprend pas, on va un peu plus loin et puis on aura toujours gain de cause. Sinon, c'est meilleur que... Parce que face à cette situation, les endroits où il y a eu les gens ont pu filmer et autres, ça a permis de voir des choses. Mais si vous faites tous ces bruits et autres, ça n'a pas été filmé, ça va là-bas. Votre parole contre la parole du chef. Oui, c'est ça aussi. Le chef a toujours raison. Le chef a toujours raison. Même si le chef n'a pas raison, il faut se référer à l'article numéro 1. Le chef a raison. Donc, à partir de cet instant, il faut prendre tout son calme. C'est ça. Parce que la seule façon que tu fasses un peu de violence, ou peut-être tu vas à l'encontre comment ça s'appelle, de ce que de la décision, pas la décision, tu te comportes de façon anormale auprès de cet agent, et tu fais de la résistance. De l'autre côté, ça peut être interprété autrement, parce que tu n'as pas le droit. On parle d'outrage. Voilà. Tu n'as pas le droit de faire cette résistance. Tu libères. Il y a quelque part où on doit aller. On va. S'il le faut, tu demandes comme l'autre usager qui a dit, écrivez-moi, j'irai payer. Et autres. Et maintenant, les recours nécessaires, à faire les recours nécessaires. Nous devons, au fait, chacun de notre côté,
essayer de voir la situation et de faire un peu profil bas face à des situations données, que ce soit les usagers de la route, que ce soit les forces de l'ordre, et que nous devions comprendre que nous sommes tous frères du même sang et nous sommes tous béninois. Et nous devons nous soutenir mutuellement. Comment analysez-vous au niveau de l'ONG Alinayon certains comportements que je vais évoquer à présent? Le monsieur, on a dit qu'il faut port obligatoire de casque. Oui. Il a réussi à acheter les 2 casques. Oui. Les 2 casques sont accrochés à la moto, mais pas sur la tête, ni sur la tête de son client ou bien de son passager. On dit qu'il faut emprunter la piste cyclable. Il sait très bien qu'il faut emprunter la piste cyclable. Eh bien, il vient sur la voie publique. Comment peut-on analyser ce comportement de certains Béninois qui savent pertinemment ce qu'il faut faire, mais qui ne font pas sur la voie publique? Vous savez, c'est ce que nous... Rapprochez-vous un peu du micro. C'est ce que nous appelons de l'incivisme. L'incivisme. Parce que la communication est allée dans tous les sens à son niveau. Oui. Mais lui, il décide de ne pas porter. Ça, si on laisse de pareilles personnes, rien d'autre que celui qui l'a laissé, normalement, il doit être puni. Parce qu'on appelle ça non-assistance en personne en danger. Est-ce qu'il sait qu'il est en danger? Mais, non, c'est-à-dire, il y a des gens, ça se passe comme ça, et c'est ce qui se passe habituellement. Ils sont pas conscients qu'ils sont en danger. C'est-à-dire, il n'est pas conscient. Il ne sait pas que ce qu'il fait, il est en danger. Et il met en danger d'autres usagers de la route. Effectivement. Ça, c'est un danger ambulant. Est-ce que le fou sait qu'il est un fou? Il sait. Peut-être pas un moment. Pas un moment. C'est la même chose, c'est le même principe. C'est le même principe. Il faut les recaser. Il faut les recaser quelque part. Il faut s'occuper de ceux-là. Parce que en réalité, il y a des fous de la route, il faut avoir le courage de le dire. Oui. Le gars prend sa moto, il brûle la politesse à n'importe qui. Même vous êtes en feu de stationnement, c'est lui qui vient en dernière position, il cherche et il s'en va. Il s'en va. Il pose pas de questions à qui que lui n'a pas le temps de s'arrêter. Il conduit jusqu'à destination. C'est un danger qu'il faut poursuivre, le prendre et aller le mettre en état de nuit. Mais en poursuivant, il peut tomber. On va dire que le policier l'a tué. Non, quand je dis poursuivre, ce n'est pas que, évidemment, on l'arrête là et autres. C'est pour ça qu'un travail est en train d'être fait. Vous voyez les caméras que l'État central est en train de mettre un peu partout. Et ça va évoluer. Ça va permettre d'identifier, de prendre les plaques et autres. Dans les pays développés, et vous faites, personne n'a besoin de vous poursuivre. Non, on vous identifie. Ça, c'est des choses. Vous voyez, c'est étape par étape, nous sommes en train d'aller. Et nous devons accepter qu'on aille étape par étape. Et qu'on arrive à un niveau pour permettre aux gens de vivre, de circuler aisément. Parce que, c'est quoi? Le code de la route, ça veut dire quoi? On dit les lois et les règlements à utiliser sur la voie publique par les usagers de la route, c'est-à-dire du piéton, deux roues, cyclistes et tout le monde. Donc, ce qui veut dire la route se partage. Quand on a de ces cas, c'est réellement les identifier. Aujourd'hui, ça peut se faire facilement aussi. Ça peut se faire facilement aussi parce que nous avons vu que l'État a déployé beaucoup de moyens pour mettre les agents de sécurité à des carrefours. On peut identifier à travers les plaques et après faire les trucs là et puis permettre à ce que envoyer quelqu'un d'autre qui est à l'autre intersection. C'est qu'au premier carrefour, il a donc violé les règles. On l'attend au second carrefour, on le capture. On le capture parce que... Et on le sanctionne. On le sanctionne parce qu'on ne sait même pas si c'est un malfrat.
On ne sait pas si c'est un malfrat, si c'est quelqu'un qui est en train de faire ça parce que il a commis un forfait quelque part et autres. C'est d'ailleurs pour cette... il a volé la moto, donc il fait la vitesse pour pouvoir... Il fait la vitesse. C'est d'ailleurs pour cette raison que aujourd'hui, l'immatriculation est devenue une obligation pour permettre d'identifier. Malgré ça, l'immatriculation, ils arrivent. Il y a des gens même qui demandent à avoir la plaque, mais après ne viennent même pas chercher. Ils ne viennent pas chercher. C'est tout ça. Vous voyez, pour... Le verre est dans le fruit, c'est ça? Oui, pour pouvoir diriger un pays. Il faut être rebelle soi-même, c'est ça? On ne peut pas. C'est-à-dire, il faut savoir faire parce que vous ne pouvez pas avoir tout le monde de votre côté. Tout le monde ne peut pas vous aimer et apprécier. Mais plus tard, ils vont aimer, ils vont apprécier. D'accord. Et c'est des actions, et c'est ça qu'il faut voir. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous disons, il est important que le code de la route soit enseigné. Les écoliers, nous faisons déjà dans certaines écoles et autres, mais déjà, il faut que tout ce qui doit prendre moto doit avoir le permis, puisse apprendre cela. Si on commence par ces genres de choses, il y a déjà des choses que nous allons régler librement. Les gens doivent pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas fini aussi. Même il y a les gens qui ont les 3 roues ou les 4 roues, les topa ou des tas de choses. Qui agressent proprement sur la voie publique. Oui. Si tu as une belle voiture, il faut leur laisser la place. Hein. Oui, tranquillement. Tranquillement, sinon... Ce sont des gens qui arrachent les rétroviseurs par choc et eux, ils continuent tranquillement leur chemin. Et s'ils arrachent, ils continuent, te laissent. C'est encore bien. Ils t'insultent de telle sorte que si tu ne sais pas faire, tu perds tout contrôle sur la voie. Ça, c'est des kamikazes, carrément. Ils te déstabilisent. Et si Dieu te fait grâce, là où tu veux aller, si c'est proche, tu vas là-bas. Parce que tu vois, il t'a fait du mal. Et il t'insulte, il te dit tout. Et franchement, c'est ça. C'est énervant. C'est énervant. La courtoisie sur nos routes. Ça, c'est encore une autre situation. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va donc donner la parole aux auditeurs à présent qui vont poser donc des questions ou faire des apports, des compléments. Et après, on pourra donc revenir au studio pour vous donner la parole en retour pour répondre aux questions. Nous avons le premier intervenant en ligne. Bonjour. Merci. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Oui. Notre Alain Foucault et son invité, je vous salue, Paul Chaudaton. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Vraiment, te remercier ce dimanche pour ton invité. D'accord. Tu m'as toujours écouté sur tes émissions et sur d'autres chaînes de radio depuis plusieurs années en train de sensibiliser la population. Pour leur dire, nous sommes pas chez nous sur la voie. La route a sa Bible, qui est le code de la route. Mon cher invité, soyez bénis. Amen, amen, amen. Vous avez cité le nom de commandant Tine, avec qui j'ai cohabité au stade du feu général Mathieu Kérékou pendant des années. Oui. Je le salue ce matin. Merci. Un bon policier. Oui. Mais vous savez, depuis qu'on a mis les deux unités ensemble, la cohabitation avait tout un souci parce que c'est les deux corps qui ne s'entendent pas tellement au départ. Et on les a mis ensemble, on dit partout où baiser sera. Il y a ce problème-là qu'il faut arriver vraiment à ce que ça soit, le fait qu'on la soit unis pour le bon travail sur le terrain. Mais moi, je ne vais jamais livrer notre police à la population. Ils sont là pour notre sécurité. Vous avez cité pas mal de choses là maintenant que nous devons corriger dans nos comportements. Vous regardez comment que nos chers citoyens roulent sur nos voies. Et c'est visible pour tout le monde. Et on est en train de sensibiliser. Je vous ai vu au coin des carrefours en train de sensibiliser. Pendant plusieurs années, on a même déjà commencé à vouloir commencer ces répressions-là au début. Et nous sommes leaders venus sur les antennes pour dire non, c'est la morosité économique, il faut arrêter ça, il faut si pendant 4 ans. Et maintenant, on demande la répression et le Béninois dit toujours qu'il y a problème. Pourquoi? Nous voulons évoluer, ou bien nous allons toujours rester, comme je le dis souvent, comme dans les quartiers Bossa, là, là, nous, le développement là, ça dit que chaque fois qu'on va amener pour un problème au Bénin pour notre sécurité, nous allons dire non, c'est trop, il faut revenir en arrière. Les autres ont
démarré ça, ils se sont dit que si nous commençons comme ça, on ne va pas voter pour nous, laissons tomber. Mais celui-ci a dit, j'irai jusqu'au bout. Et c'est ça qui est difficile pour nous. Et je pense que vous n'allez pas baisser les bras, mais nous allons demander ce qu'ils disent souvent, nous voulons toujours quelque chose de son contraire. Quand nous allons demander à la police de croiser les bras et d'observer encore, c'est là où ça va s'aggraver encore. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai quitté ma maison à Sékou pour venir à Cotonou. Le Béninois continue toujours de porter la voie publique. D'accord. Et j'ai laissé le pays. Merci. Et c'est ceux-là avec qui nous voulons composer. Et quand le policier va vouloir l'interpeller, c'est à ce moment-là que la population va dire voilà où est-ce que la police est en train de faire. Mais ils ne vont pas aller dire aux citoyens qui est en train de mal se comporter, de se comporter correctement. Mais ils vont s'en prendre à la police. Pourquoi nous sommes comme ça? D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Paul Chaudat. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naum. Oui, bonjour, madame. Votre nom? Voilà. Merci de nous rejoindre ce matin. Salut, l'invité. D'accord. Vraiment, merci pour ce sujet parce que vraiment, on en a vraiment besoin, quoi. D'accord. C'est très important. Il y a fait beaucoup de choses que nous, on ne connaissait pas, on a appris. Et je dis vraiment merci pour l'explication. Okay. Par rapport à la permis, vraiment, c'est une bonne idée, mais moi, je vais demander, est-ce que ceux qui ont permis B vont encore prendre le A ou bien ce n'est pas vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Bon, c'est juste une question. Non. Je crois que... Bon, vous aurez la réponse. Hein. Je pense que c'est nécessaire quand même de prendre le permis parce que c'est pas... Maintenant, ce que moi je peux demander aux autorités de pardonner, de nous aider par rapport à ça. Parce que vraiment actuellement le pays, tout le monde sait que ça ne va pas en tant que tel. C'est vrai que c'est une vraie travail qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous aider par rapport aux accidents. C'est très important. Mais ils n'ont qu'à essayer de diminuer le prix pour que ça puisse nous aider. Vous voyez, parce qu'on vient de finir pour casse. Et maintenant, ça va venir, ça va être un peu plus compliqué encore. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir. Et vraiment, moi, je les remercie quand même parce qu'ils font bien leur travail. Et nous tous, on est des Béninois. Chacun n'a qu'à respecter le code. Et qu'eux-mêmes n'ont qu'à nous aider. On a tous les enfants, les soeurs, ils n'ont qu'à essayer de voir. Et beaucoup de patience, ça va aller. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée dominicale, Boko Esther. On va poursuivre. Allô? Bonjour. Mon cher Benjamin Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, exactement. Nous vous écoutons. Merci, je dis bonjour à notre invité. Bonjour, mon cher Valentin. Merci. Ma première préoccupation pour l'ONG, à ce que je sache, travaille en étroite collaboration avec le Centre national de sécurité routière et puis avec la direction générale de la police républicaine. Mais je voudrais comprendre, est-ce que l'ONG a déjà fait une proposition par rapport à l'état de nos pistes cyclables, surtout la piste cyclable de Carrefour Le Bélier au Carrefour et Semé là-bas? C'est ma première préoccupation. Monsieur Benjamin Naoum, j'ai toujours déposé une proposition, une suggestion sur votre antenne. Et c'est à ce niveau que je voulais aussi ramener ma proposition. J'ai dit dans ce pays qu'il faut réglementer la circulation des tricycles. Que le désordre, les accidents causés par les tricycles sont énormes. Il va falloir réglementer la circulation des tricycles. Moi, je ne voudrais pas qu'on retrouve les tricycles en circulation aux heures de pointe. Qu'on le fasse de même tel qu'on l'a fait pour les gros porteurs. Ou ensemble, voilà des conducteurs qui n'ont aucune notion de code de la route, qui circulent n'importe comment, qui partagent tous les courants pratiquement dans la circulation. Mais personne ne dit rien. Qu'est-ce que l'ONG a pu faire dans ce sens? Je vous remercie. Merci et bonne journée à vous, Valentin. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Exactement, Sébastien Yonrossou, non. Je salue le coordonnateur de l'ONG Alliance. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Sébastien. ONG Alliance existe et travaille pour la population béninoise. Ça fait un bon moment. Entrant, nous vous voyons s'allier au bord de route pour indiquer aux citoyens les conduites à tenir sur nos routes. Et en ce moment, vous avez aussi partagé des casques. Et seulement que moi, j'avais tellement réclamé le casque en son temps en vain.
Je crois que maintenant, quand vous êtes devant le peuple... Vous avez déjà beaucoup de casques, et même vous avez déjà gagné 2 casques sur Radio Cotonou. Vous voulez faire quoi? Vous voulez vendre ça? Et vous continuez à réclamer les casques. Ma femme, mes enfants sont là. Ah d'accord, je comprends maintenant. Voilà. Donc, le coordonnateur va me promettre maintenant que j'aurai ma carte. J'aurai plutôt mon casque à 100 décembre. D'accord, votre question? Ma question, monsieur le coordonnateur. Oui. C'est clair pour nous aujourd'hui que le casque, c'est pour notre bien, c'est pour nous sauver. Mais la façon dont on attrape, ou bien qu'on arrête, qu'on fait la répression aujourd'hui, cela nous étonne. Et si vous voyez la piste cyclable de la route Cotonou-Porto-Novo, faites essai et prenez la moto et circulez sur cette piste et voir l'état de dégradation de cette piste. Est-ce que l'État ne veut pas quelque chose et sont contraints? Parce qu'il y a beaucoup d'accidents sur cette piste. Je vous donne devant le commissariat PK18, sur le carrefour, l'angle des pistes cyclables, vous ne pouvez pas passer. C'est méthode même chose. Abattoir, express, même chose. Ça oblige certaines personnes à monter sur l'autre route, parfois ils tombent dans des pièges. Voilà ma première préoccupation. Qu'en dites-vous et que faites-vous? Et pour raccrocher, comme il n'y a pas beaucoup de temps, les tricycles aujourd'hui, la piste cyclable Cotonou-Porto-Novo n'est pas adaptée à nos tricycles aujourd'hui. Cela bloque des gens. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. On poursuit avec un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. Oui. Ahwassou Honfofroide. Oui, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Et pour ma première question, je peux dire, on ne veut pas sensibiliser les gens. Il y a des projets qui sensibilisent chaque fois pour dire, même dans notre mairie, dans notre arrondissement, on peut dire, la population peut sortir, peut sensibiliser pour dire, afin de porter le casque, là, c'est une bonne chose. Il faut sensibiliser les gens. Moi, je pose des questions. On peut sensibiliser les gens. Même les policiers, pour dire à la radio partout, en fond, en France. Oui. Il a donc perdu la ligne. Hein. Il parle de sensibilisation. Oui. On va poursuivre avec un autre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Parlez un peu plus fort, je vous en prie. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom? Oui, on m'appelle Favide Edmond. Je vous appelle depuis Aprobato. D'accord, nous vous écoutons. Favide Edmond. C'est une bonne chose. Mais moi, je voulais demander au gouvernement de diminuer un peu le prix du gaz parce qu'actuellement, il y a la chaleur de l'argent dans le pays. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. On prend encore un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Monsieur Adiakidje. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et je salue votre invité. D'accord. Oui, je vous ai dit que... Bonjour. Ils ont déjà foutu à la base. Parce que depuis au temps de la Révolution que le gouvernement a accordé, à chaque Béninois doit avoir le permis de conduire, surtout le moto. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas des idées pour décanter de cette situation. Et sans rien dire à personne, vous commencez par arrêter les motos. Et aujourd'hui, moi j'ai payé ma moto le 17 janvier 2005. Avec le casque. Jusqu'à présent, je porte le casque. Ma moto est correcte. Aucun policier va m'embêter sur la voie. Bien. Secondo, au carrefour, tous les carrefours, j'ai confondu. Les policiers sont là, ils ne sont pas là pour arrêter aucun véhicule, aucun moto. Ils sont là pour suivre le feu tricolore. Si ta moto ou bien ton véhicule est tombé en panne dans le feu, il vient pousser le véhicule avec toi, tu vas aller quelque part pour te dépanner parti. C'est leur travail ça. La police judiciaire, c'est la police qui va conduire, c'est-à-dire qui va faire ce travail, c'est la police motard, celle qui a l'habilité, il peut arrêter les véhicules, les motos, n'importe comment. C'est eux, ce n'est pas n'importe quoi. Avant c'était la police compagnie de la gendarmerie et la direction de la commissaire centrale de la police qui fait ce travail. Maintenant, on ne comprend plus rien et les policiers, ils sont en train de rançonner les motos n'importe comment. Si tu as 5 000, ils vont te laisser. Si tu n'as pas 5 000, ils vont te conduire là-bas. Ils vont casser les autorisés, les clientants et tu vas encore payer. Arrivé là-bas, tu vas payer au moins 15 000 francs. Ça veut dire quoi ça? Moi, j'ai suivi ce qu'il est en train de dire. Je suis très sûr de moi-même. J'ai été abonné avec ma moto la fois dernière, j'ai passé à
ils sont en train d'arrêter les motos vers là-bas. Et c'est pas n'importe qui. Ils m'ont arrêté, moi je leur ai dit carrément que je ne vais pas donner aucun pièce et j'ai mon permis de conduire, je ne vais pas le remettre. Ils ne peuvent pas m'arrêter ma moto. Hein? J'ai dit ça, ils ont arrêté plus de 20 motos. Je suis sur ma moto, je dis que je ne vais pas donner aucune pièce. Vous ne pas vous former pour ça. Je leur dis la vérité. Donc il faut que chaque Béninois comprenne. D'accord. La situation est changée. D'accord. Il faut que, c'est pas, pour la casse même, c'est pas obligatoire d'arrêter. Celui qui est conscient doit porter son casque, c'est tout. Et aujourd'hui, celui qui va au champ, ils vont arrêter, surtout à Côte-Tibou ici. Les villageois qui vont au champ pour aller travailler au champ, ils vont arrêter les villageois pour prendre leur mot. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ajakidje, pour votre analyse de la situation. Nous allons prendre un autre. C'est tellement encore deux. On va revenir au plateau. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Ça va bien. Votre nom? Soule Fataï. Je n'ai pas bien entendu. C'est Soule Fataï. Soule Fataï. Nous vous écoutons. Oui. J'aimerais soutenir l'invité qui est là encore. J'espère que l'invité a dit que ça et de vous appeler pour vous dire seulement. D'accord. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. D'accord. On va prendre le dernier intervenant pour finaliser. Quelqu'un est en ligne? Pas encore. Si quelqu'un vient dans 2 secondes, on va le prendre très très rapidement. Sinon, on revient au plateau pour répondre aux questions. On revient au plateau, non? D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui ont déjà appelé. Je reviens à vous, hein, Monsieur Migan. Kazmi Migan, vous êtes avec nous sur ce plateau, coordonnateur de l'ONG Alinagnon. Vous avez donc noté les questions comme moi, donc je vous laisse la main. Et après, on va pouvoir répondre aux questions envoyées sur WhatsApp aussi. Donc, on va faire très vite pour pouvoir répondre à tout ça. Merci beaucoup. Merci. Oui. Je remercie beaucoup les intervenants. Oui. Et je leur dis vraiment, il y a plusieurs intervenants qui ont fait des apports intéressants. Et ce qui prouve que nous voulons tous que ça change dans notre pays. Je voudrais souligner que le permis B concerne beaucoup plus les 4 roues. Oui. Donc, si nous voulons conduire les motos, il nous faut forcément le permis A. Le permis A. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Les règles ne sont pas les mêmes. Hein. Oui. Et moi, je conseille souvent aux gens, quand vous faites l'effort d'avoir le permis A, il y a l'assurance également qu'il faut, s'il y a possibilité. Aujourd'hui, il faut souscrire aussi à l'assurance. Ce n'est pas les gens, s'ils font un effort pour que le montant soit des montants promotionnels, pour que ça n'étouffe pas. D'accord. Parce qu'on ne le souhaite pas. Et avec tout ce que nous venons de dire ici, ou quelqu'un d'autre qui est un inconscient vient vous créer des ennuis, au moins vous êtes sûr que ça pourrait vous sauver d'affaires. Et l'autre chose, c'est concernant la voie de Carrefour Bélier à Sémé. Plusieurs sont revenus dessus. Et je pense que ce travail, et ça déjà, il y a les décideurs qui entendent avec nous, qui suivent également ce qui se fait. Nous allons de notre côté également attirer l'attention des décideurs et non seulement aller voir et pouvoir faire des propositions aussi et permettre à ce que quelque chose soit fait. Et c'est vrai, il y a des structures compétentes pour pouvoir en la matière. Nous allons voir ce qu'il faut et attirer leur attention sur ces faits. Parce que si la voie n'est pas bonne, ça va créer forcément aussi des accidents de circulation. Parce que ça fait partie également des causes des accidents de circulation. Il y a 3 causes d'accidents de circulation. Il y a l'être humain, il y a l'homme qui est au centre de tout. Et c'est surtout le vrai inconscient. Le vrai inconscient, la principale cause. Il y a les engins, les moyens que nous utilisons, l'équipement, les moyens que nous utilisons, la voiture et autres, aussi qui sont des causes des accidents, parce que si ce n'est pas bien, ce n'est pas conforme, ça ne respecte pas. Tu n'as pas de système de freinage, tu n'as rien du tout, mais c'est toi qui fais la vitesse sur la voie publique. Voilà. Et le pneumatique et autres. Donc, le troisième cause aussi, c'est nos routes. Si les voies ne sont pas bien conçues,
pour la cause et autres, avec les infrastructures qu'il faut, les signalisations horizontales et verticales à des endroits donnés, ça pose de problème. Ça me permet de faire un clin d'œil également aux efforts qui sont faits ces derniers temps devant les écoles, avec l'aspect de l'asphaltage et autres. Nous avons vu, il y a plusieurs signalisations qui ont été placées devant certaines écoles avec les dos d'âne et autres. Je pense que c'est des choses à encourager et si ça peut continuer également, ça nous aiderait. Donc voilà un peu, c'est pour dire que il faut forcément aussi que à ce niveau l'État central s'implique pour que ça soit réglé et éviter les accidents de circulation. Donc il faut réfectionner les pistes cyclables. Oui, il faut parce que ça aussi, ça fait un peu son temps. Parce que depuis ce temps, et surtout la voie de Porte-Nouveau. Peut-être la voie de Porte-Nouveau qui est en construction, peut-être à la fin ils vont évoluer un peu sur les pistes cyclables. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont proactifs sur ces questions et autres. Et sont proactifs. C'est sûr que c'est prévu, mais nous allons vérifier ce qui est en train d'être fait à ce niveau ou ce qui est prévu. Mais je pense quand même que ce n'est pas quelque chose que les autorités vont voir et fermer les yeux sur ça. D'accord. Merci. Réglementation des heures des tricycles. Voilà, les réglementations des heures de tricycle. Le problème de phénomène de tricycle aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a possibilité de réglementer les heures. Mais ce que je sais, c'est qu'il doit y avoir vraiment des obligations pour permettre à ce que ceux qui conduisent puissent faire le code et avoir les permis nécessaires et savoir ce qu'ils doivent pouvoir faire. Et que les corporations dédiées puissent, la sensibilisation soit accrue. Parce que qu'est-ce qui se passe quand nous parlons de tricycles, il y a les tricycles qui transportent des passagers. Il y a des tricycles qui sont là pour les ramassages des marchandises ou qui travaillent dans des entreprises ou du personnel qui font le business. Tous ces tricycles font toujours les mêmes dégâts. Parce que c'est quoi? Les tricycles, ceux qui conduisent, il y en a les tricycles qui prennent les bagages. Ceux-là, ils voient seulement comme s'ils sont sur moto. Ils ne voient pas qu'ils ont voient pas la charge derrière. Et lorsque ils vont te ramasser seulement. Ils te ramassent et c'est après qu'ils s'en rendent compte que ce n'est pas sa moto qui conduit pour rentrer à la maison qu'il a. C'est une petite voiture, on peut le dire. Voilà. Donc, il y a un travail de fond. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation avec eux. Nous avons travaillé avec les responsables, les parcs. On a fait beaucoup de choses avec eux. C'est pour ça que ça a diminué. Sinon, au début, c'était criard, vraiment criard. Aujourd'hui, il y a un effort à leur niveau, mais ce n'est pas suffisant. Tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Il faut que nous poursuivions nos efforts dans ce sens et autres. Et c'est ensemble avec le CNSA, nous avons travaillé beaucoup. C'est le moment pour moi de féliciter le directeur général du CNSA qui fait vraiment de son mieux et surtout avec son infatigable collaborateur Yété qui fait beaucoup et travaille dans ce sens pour que ça évolue. Tous leurs collaborateurs, il y a beaucoup de choses d'actions qui ont été menées ces derniers temps et qu'il faut intensifier pour que ça change et autres. Le casque, c'est normal que nous portions nos casques parce que ça doit sauver et ça sauve les vies et ça continue de sauver les vies et que chacun doit pouvoir les prendre très 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 au sérieux et ne pas porter les casques sans fermer la ceinture. Oui. C'est obligatoire. Celui qui met casse sur la tête ou peut-être à cause de ses cheveux et ne ferme pas, il n'a pas porté de casque. Aussitôt, quand il y a un cas d'accident, c'est le premier qui part. Oui. On n'a pas porté de casque. Si vous portez le casque, mettez, bouclez. Soyez sûr que c'est bouclé. C'est comme si vous êtes en voiture, vous n'avez pas mis ceinture de sécurité. C'est la même chose. D'accord. Donc, il faut toujours le faire et c'est des choses que les gens, ils oublient. D'accord.
Donc voilà, et je ne sais pas s'il y a des... Oui, il y a quelqu'un qui parlait de sensibilisation à Ranzo Ronfort-Froide, qu'il faut sensibiliser les gens. Oui, il faut sensibiliser et la sensibilisation doit continuer. C'est ça nous avons évoqué. Oui. La sensibilisation, nous ne devons pas faire la sensibilisation, la faire des ONG seulement ou du centre de sécurité, CNSC, de Centre national de sécurité routière, mais nous devons impliquer, nous devons tous nous impliquer dans la sensibilisation. Un enfant qui veut sortir sa moto, son père doit pouvoir lui dire « mets le casque avant de mettre pied dehors ». Mais aussi, ce qui se passe, nous constatons que les parents constatent que les écoliers, c'est eux qui sensibilisent encore les parents maintenant. Hein. Parce que ce qu'ils reçoivent avec ce que nous faisons dans les écoles, le papa qui oublie, il lui dit « Ah papa, vous n'avez pas pris votre casque. » et autres. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est des gestes simples qui sauvent la vie. Nous avons eu plein d'autorités qui ont perdu la vie parce qu'ils n'ont pas bouclé, ils n'ont pas fait simplement leur ceinture. Parfois, quand ils sont en tenue, ils pensent que ceinture là va froisser leur tenue. Il faut boucler. On ne sait pas quand est-ce que ça peut surgir. Il faut boucler. Boucler ceinture, boucler casque. C'est important. Un ancien ministre de la République est décédé comme ça. Non. On était dans un convoi, mais il est sorti de la voiture. C'est ça. C'est ça. Il faut boucler. Et la vitesse, chez nous, l'adage dit « Wezumonoule sort ». Il faut, je vous en prie, la vitesse. La vitesse, évitons les... C'est-à-dire quand tu cours, tu ne peux pas courir pour attraper le cheval. Ah, ok. Au sort, d'accord. Le cheval. Le cheval, quand tu cours, cheval, c'est impossible, tu ne peux pas l'attraper par la course. Donc, vous monoulez ça. D'accord. Le prix du casque, on fait comment? Le prix du casque, si l'État doit subventionner le casque, l'État a des instruments qui peuvent permettre de subventionner les casques. C'est agir sur tout ce qui est lié... Est-ce que vous faites la communication dans ce sens? Au fait, quand l'on regarde le problème de casque, je n'ai pas voulu tellement aborder. Oui. Parce que les casques que nous avons aujourd'hui, compte tenu du fait que tout le monde doit porter les casques, les gens portent n'importe quel casque. Voilà. Même les casques qui ne sont pas homologués, les gens portent. De telle sorte que... Même les casques déjà cassés. Donc, on attache le sachet à ça et on met ça sur la tête. L'objectif aujourd'hui, c'est de permettre à ce que les gens comprennent qu'il faut porter le casque. Oui. Et après... Mais demain... on doit sensibiliser les gens sur les meilleurs casques. Voilà, les casques homologués qui protègent réellement. Qui protègent réellement. Et donc, dans ce sens, il y aurait ces actions, comme toujours, on l'a fait, pour permettre à ce que les tasses, tout ce qui est lié à la douane et autres, qu'on puisse revoir totalement sur ces genres de choses. Mais ce qu'il faut reconnaître, les gens, de façon sincère, il y en a d'autres qui ne sont pas qui ne collaborent pas comme cela se doit. Les gens vendent les casques aujourd'hui. C'est imposé que les vendeurs de casques et de motos vendent les motos avec 2 casques. Et ça, c'est sur ça qu'il nous faut aller. Ça doit être la règle. La règle, 2 casques. Et ces vendeurs, pour la plupart, ils essaient d'amener, qu'ils nous amènent des casques qui répondent plus ou moins à la norme. C'est ça. Qui nous amènent ces casques, qu'on n'entre pas, ne laisse pas entrer dans nos pays des casques bizarres. Les casques, ça ne devait pas coûter extrêmement cher. D'accord. Si les casques vraiment avec si ça venait avec les motos, il n'y aura même pas de compétition sur les marchés autour de cette affaire. Oui. Oui. Donc, ce problème, c'est ça. Et l'autre chose que je veux dire, les gens qui portent les casques et disent, moi, je ne veux pas acheter casque, je vais prendre le casque du Zémidian. Je vous en prie. C'est bien. On se protège. Mais protégez-vous. Vous prenez le casque du Zémidian, protégez-vous. Prenez ce que nous... allez acheter les... comment nous appelons les couvre-têtes.
D'accord. que les gens utilisent dans les hôpitaux et autres. Gardez-les, ça ne pèse même pas. Tu peux mettre ça dans ta poche d'en haut ou dans n'importe quelle poche. Tu veux porter le casque des étudiants, tu mets et tu portes le casque. Si tu ne veux pas utiliser ton propre casque, ce qui est conseillé et conseillé et conseillé. Si tu arrives à avoir des portables de luxe en main, tu peux avoir ton casque qui va protéger ta tête parce que toutes les terminaisons, quand on dit l'être humain, c'est la tête. On peut te couper les bras, tu vas réussir. Les pieds, tu vas réussir. On ne coupe pas la tête, on réussit. La tête n'est pas touchée, on réussit. C'est là où se trouvent toutes les sensibilités du corps humain. D'accord. Donc les gens, ils doivent savoir que la tête, on doit protéger la tête. Merci. On va aller sur des questions des auditeurs qui ont envoyé des messages sur WhatsApp à présent. Maurice Ogouchi qui dit, pensez-vous que c'est vraiment la méconnaissance du code de la route qui explique les excès de vitesse au niveau des usagers de la route? C'est la première question. Est-ce que c'est la méconnaissance? Allez-y, répondez en même temps. Ok, la méconnaissance du code de la route qui explique les excès de vitesse. Mais quand vous allez à l'auto-école, on vous enseigne toutes ces choses. Maintenant, non, c'est parce que les gens ne connaissent pas. Mais les gens qui font l'excès de vitesse. Et ils ne connaissent. Est-ce qu'ils ne connaissent pas seulement, mais ils n'ont pas la volonté. Ils pensent que la moto qui se trouve à leur disposition, il peut aller au-delà. Vous vous rappelez que avant les motos qui viennent ici, il y a une réglementation, même sur les tableaux de bord. On n'avait pas la possibilité d'avoir des motos qui vont faire les vitesses exagérées. Quand on parle de motos, les motos sont réglementées. Aujourd'hui, les gens s'amènent n'importe quelle moto. Si tu vois les Bajaj qu'on dit là, c'est dit, ça file, ça fait tout ce qu'il faut. Alors que l'usager, même s'il a de pareilles motos à sa disposition, même si c'est possible d'aller à 120 sur ta moto, tu dois pouvoir savoir que bon, il ne faut pas dépasser 50 ou 60. Parce qu'il y a les panneaux de signalisation qui sont à des endroits donnés. Qui s'imposent aux véhicules comme aux motos. Voilà. Je reviens sur une autre question de Maurice Ogouchi qui dit pourquoi les cours de code de la route ne sont pas intégrés systématiquement et de façon régalienne au système éducatif depuis les cours primaires, sans frais supplémentaires. Oui, aujourd'hui il y a un effort au niveau du programme. L'État a commencé par intégrer progressivement quelques notions au niveau du programme de l'enseignement au cours primaire. Et ça, nous travaillons beaucoup avec des plaidoyers pour que ça s'accentue davantage et que les gens déjà au cours primaire qu'ils aient plusieurs. Mais ça ne peut qu'être les éléments basiques pour permettre à ce que... parce qu'il faut aussi atteindre la maturité pour pouvoir comprendre certaines choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les tests font état de ce que la personne doit avoir 18 ans avant de faire le permis. Avant de faire le permis de conduire. Et donc, c'est des choses que nous devons accepter et avancer avec ça progressivement. Pourquoi généralement ce sont des cas sociaux et des divorces sociaux que les investisseurs de minibus Torpa recrutent pour faire le job? Est-ce qu'on devrait les stigmatiser comme ça? Je ne pense pas. Divorcés, des cas sociaux, divorcés. Parce que parce qu'eux-mêmes, quand ils montrent cet exemple-là, tu vois un jeune, peut-être il a à peine 20 ans, il est là, il a les yeux qui brillent, comme quelqu'un qui a pris quelque chose le matin avant de prendre le volant, et franchement, il agresse, comme vous l'avez dit, il agresse tout le monde, et il est insolent. Est-ce que, franchement, on a besoin de ces gens-là au volant? Est-ce qu'ils sont ça? Peut-être il peut y avoir des cas isolés parmi eux, mais je pense quand même que c'est des gens, c'est le métier parfois. Les usagers, même les gens qui entrent dans les bus, il y a tous les cas. Donc c'est des gens qui ont appris à se défendre et à agir sous l'effet de la pression, de la tension toute la journée. Ils sont en train de faire, ils sont en train de crier,
ils sont dans le métier, ils crient, ils font. Donc, ça fait que ça développe des agressivités que eux-mêmes, ils savent pas. Qu'ils devaient pourtant être courtois parce que ils sont obligés de dire, client en train de crier, ils crient à longueur de journée en train de chercher client. Ce n'est pas qu'ils sont là, les clients viennent et autres, ils entrent dedans et puis on les conduit, on va déposer. Vous avez de la compassion pour eux. Franchement, donc je trouve. Mais n'oublions pas que pourtant, parmi eux, il y a des gens qui se droguent. Qui se droguent pour pouvoir. Tramadol. Oui, pour tenir toute la journée. 2 gigas par jour. Parce qu'ils doivent payer le propriétaire et continuer. Et ils font tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Mais ces gens-là, il va falloir à un moment donné qu'on puisse les extirper. Oui, c'est ça, c'est un travail, c'est un travail difficile. Oui, c'est un travail qu'on doit pouvoir faire et qui nécessite beaucoup de stratégie. Avec également les responsables de leur corporation. Parce que parfois aussi, la politique entre partout et puis les responsables aussi sont obligés de les gérer doucement pour qu'on puisse les réélire. Voilà. C'est ça. D'accord. Il y a Charlemagne Sarroyon qui dit, de Coco Kodji, dit, je suis totalement d'accord pour la répression, mais qu'en pensez-vous des policiers zélés? Je crois qu'on en avait déjà parlé. Vous avez donc opiné là-dessus. Il y a un autre qui dit, merci infiniment à vous pour l'éclairage. Une justification pour qu'un policier, qu'est-ce qui peut justifier donc qu'un policier bastonne un citoyen usager de la route? On l'a dit, c'est également le zèle amer. Ça c'est monsieur Tous Carlos Kodjovi, Djondo, depuis Kokotomin. Il dit pourquoi ceux qui ont un peu d'autorité n'ont pas de loi qui les encadre pour éviter les abus contre les citoyens. Je crois que on en a parlé, le zèle amer toujours. Il y a un autre, il dit bonjour, c'est Émile Affamin. Voilà, lui, il écrit de Womey, il dit bonjour le plateau, je salue l'invité. Pensez-vous que la deuxième phase de répression mérite vraiment d'être réalisée vu que tout ce que la première phase a connu comme mort d'homme, en toute honnêteté, est-ce que ce temps de morosité économique vous la vivez au même instant que la population? Qu'on doit lancer la deuxième vague. Parce que on doit vérifier maintenant les ports de ceinture de sécurité et autres. Mais je l'ai évoqué ici. Et on a donné même des exemples qui continuent chaque année. Vous avez applaudi la répression. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce que on doit continuer. Non, je vous assure que ce que nous voyons, nous entendons, fait que chaque jour, on se pose la question, quand est-ce que ça va? D'abord, on peut stabiliser ça dans notre pays. Je dis stabiliser avant de réduire. Au moins que le nombre que nous sommes en train d'enregistrer, que ça n'augmente pas. Parce que la population augmente. Que le nombre et les voies, nous sommes en train d'avoir plusieurs autres voies. On est en train de construire de nouvelles routes et autres. Mais comment on peut faire pour que véritablement ça se stabilise d'abord avant de parler de réduction? Et quand on regarde ces genres de choses, ce n'est pas aisé qu'on puisse dire que telle personne est partie et ne reviendra pas. Moi, j'ai mon collègue le premier adjoint au maire de Savalou. C'est un homme que nous attendons, qui vraiment beaucoup de valeur, beaucoup de... Dans un accident. Il y a un mois, dans un accident, il est parti. Et toute la famille, tout Savalou continue de le pleurer. Et nous allons continuer de dire... D'accord. Que des gens, il faut... Il y a Gildas Chiakwe, ça sera la dernière question, après vous allez conclure. Il dit pourquoi, une fois arrêté l'usager, on lui force la main pour acheter un casque avant de prendre sa moto? Ah ouais. Ça, c'est la règle. C'est la règle. Ça devait être la règle. Oui, ça devait être la règle. De toute façon, on l'a arrêté pour non-port de casque, donc il faut qu'il achète le casque d'abord. C'est ça. Votre mot de fin, pour finir. Franchement, je vous remercie pour le travail que vous faites au Merci quotidien. À vous aussi. Et je remercie toutes les autorités de la mairie de Cotonou et pour ce travail également qui se fait ici. Et pour moi, je voudrais dire
aux usagers de la route que c'est vrai, c'est difficile et puis pour d'autres se disaient ça va venir après parce que souvent après on dit ça va venir, mais la manière dont c'est arrivé, pour certains ça les a surpris, d'autres ils se sont apprêtés. Je voudrais nous dire que c'est difficile, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour notre bien. Prenons cette décision comme une bonne chose pour nous, parce que la balle est lancée. Les autorités ne reviendront plus en arrière. Et si vous observez comment le pays se dirige, vous devez savoir que ce n'est pas on prend une décision, on revient en arrière. La décision va continuer. Et d'autres décisions peuvent suivre également, toujours pour le bien de des usagers de la route. Donc, il faut que nous nous préparions et que nous acceptions et que nous accompagnions ce mouvement pour que nos usagers, nos frères se sentent bien. Je veux m'adresser à l'autorité, je veux dire, nous avons besoin, les usagers, ils crient partout, ils veulent partout que le permis de conduire soit une réalité dans notre pays. Ils sollicitent le gouvernement à pouvoir réfléchir, à trouver les mesures d'accompagnement pour que le simple usager puisse l'obtenir. Merci. Et je veux dire merci à tous ces usagers, à tous ces ONG qui travaillent, tous les autorités, et le ministre en charge du transport pour ce qu'il fait et tous les autres acteurs qui travaillent. Vous avez beaucoup à dire. Merci beaucoup à vous, M. Casimir Nigan. Vous êtes le coordonnateur de l'ONG Alinayon. Vous étiez donc sur ce plateau avec nous et nous vous remercions de partager ce plateau de franc-parler sur Radio Cotonou. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, la prise de vue Job Chipé au micro pour la nation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou, journée dominicale. Franc-parler